Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Les lauréats de la semaine minière de la RDC organisée au Katanga, précisément à Lubumbashi, continuent à défrayer la chronique. Et pour ce soir, nous allons recevoir M. Louis Ouatoum, qui était le lauréat qui a représenté le meilleur prix de l'homme du secteur minier de la RDC pour l'exercice 2016. Et comme vous le savez, Louis Ouatoum, qui est à la tête de l'entreprise Ivanhoe Mines, que l'on dise Ivanhoe ou Ivanhoe, ça dépend. Nous sommes dans le secteur francophone Ivanhoe Mines. Il a été plébiscité l'homme du secteur minier pour avoir donné autant de réalisations exceptionnelles et remarquables dans ce secteur. Et aussi l'entreprise Ivanhoe dans le secteur énergie a été plébiscitée meilleure entreprise par les organisateurs des Spirit Intelligent. Nous sommes à Lubumbashi et nous en parlons dans cette émission. Comme nous l'avons dit, Monsieur Louis est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Marcel. Il n'est pas seul. Monsieur Louis est avec Monsieur Jean-Pierre Zourou, qui est en même temps aussi directeur technique de Ivanhoe Mines en ce qui concerne la filière énergie. C'est cette filière qui a permis à ce que l'entreprise puisse avoir ce prix. Bonsoir Monsieur Jean-Pierre. Bonsoir. 2 trophées remportés par Ivanhoe, donc votre prix en tant que l'homme du secteur minier de la RDC 2015-2016, et vous avez mené des actions exceptionnelles et remarquables, et aussi votre entreprise élevée au rang de la meilleure entreprise de l'année pour le secteur minier de la RDC. Quelle est la réaction? Merci beaucoup Marcel. Peut-être une précision de départ, c'est que le deuxième prix c'était par rapport à notre projet d'énergie. Le projet que nous initions avec la SNEL, en partenariat avec la SNEL, a été plébiscité meilleur projet énergétique en RDC. Pour des raisons dont on parlera, parce que c'est un... Vous savez, l'énergie hydroélectrique est une énergie propre. Tout à fait, parce que nous sommes en déficit. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne tournent pas dans le Katanga. Tout à fait. Et nous avons donc le professeur Jean-Pierre Nzourou, qui est directeur aussi technique chez nous, dans notre société d'énergie, qui pourra en parler un peu plus. En ce qui me concerne, pour le prix que j'ai reçu, je dois dire d'emblée... L'homme du secteur minier congolais, 2015-2016. Ouais. C'est grand quand même, parce que le secteur minier, on l'a connu. Ouais. Il est vaste, il est grand. On dit, c'est vraiment plein de méandres. Mais vous êtes élevé au rang de l'homme du secteur minier. Des œuvres exceptionnelles. Marcel, vous savez, j'ai passé plus de 5 ans en Afrique de l'Ouest à développer des mines là-bas. Ouais. Et il y a un vieux dicton bambara que j'ai retenu. Ah bon? Qui dit le miel ne se dit pas doux. C'est-à-dire le miel, il faut que quelqu'un le goûte pour qu'il dise que ce miel il est bon. Donc il est très difficile de parler de soi-même comme si on était le meilleur. Non, avant moi il y a eu des gens qui ont été publicités, il y en aura aussi après moi. C'est avec beaucoup de reconnaissance d'abord, mais beaucoup d'humilité aussi que j'ai accepté cette nomination-là. Et parce que c'est le premier noir à être plébiscité. On a connu tous ceux qui ont précédé, c'est des gens qui viennent de loin. Quand on est dans leur CV, on voit ils sont de Washington, du Canada, et Louis Ouatoum de la RDC. Encore une fois, c'est une réalisation que... C'est une interpellation en réalité de toujours faire mieux, mais aussi de savoir qu'on n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas seul. C'est un secteur, comme dans tout autre secteur au monde, où pour faire des grandes réalisations, il faut une forte équipe. J'ai eu cette grâce-là, partout où je suis passé, d'avoir des équipes très fortes, très efficientes. Et donc quand je reçois une reconnaissance comme ça, un trophée, je le dédie toujours aux équipes qui m'ont soutenu. C'est une équipe formidable que j'ai derrière moi, chez Ivanhoe. Sur toutes les 5 sociétés du groupe, c'est une équipe vraiment formidable. C'est des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et quand vous êtes à la tête d'une entreprise pareille et des gens de ce calibre-là, c'est un privilège, c'est un honneur et je ne peux que remercier le bon Dieu pour cela. Je suis fortement croyant. Je sais que c'est une grâce divine. Voilà. Nous allons justement, avant que vous continuiez, permettre à tous ceux qui nous suivent de vivre un extrait. And are working tirelessly to improve and develop the mining sector in DRC. Que nous sommes tous conscients de la santé et de la sécurité. Vous devrez tous regarder tout de suite les directions des portes de
So just to remind, in order to upgrade the two power plants, Kony and Mwadingisha, aims to secure infrastructure for its major mining project in the DRC and to invest in social development projects for the local communities of its areas of operations. Along Ivanhoe Mines, we established several initiatives to enhance energy, water, and transportation solutions. De grandes émotions, eh bien, quel sens vous accordez à ce prix, celui que vous avez gagné et celui que votre entreprise a gagné dans le secteur de l'énergie? Comme je l'ai dit en ce qui me concerne, c'est avec beaucoup d'humilité et d'émotion tout de même que j'ai obtenu cela. Ça permet de faire un halte sur votre carrière, de regarder le chemin parcouru et d'évaluer ce qui reste à faire. La tâche reste énorme, c'est vrai, mais c'est un sentiment de gratitude et je remercie les organisateurs. Eux seuls connaissent les critères qui sont utilisés. Voilà. Je ne sais pas parler à leur place, mais pour ce qui concerne l'énergie, je dirais peut-être, je donnerai peut-être la parole au professeur Jean-Pierre, qui peut nous en dire plus. Parce que c'est eux qui ont été au four et au moulin. Nous allons arriver à passer la parole au docteur Jean-Pierre, mais vous avez reçu ce prix de main du gouverneur de la province du Haut-Katanga actuellement. On a reconnu ce que vous faites dans le secteur. Oui, encore une fois, c'était un grand honneur. Nous sommes dans la dispensation maintenant avec de nouvelles provinces. Et que le gouverneur du Haut-Katanga en personne se soit déplacé pour nous faire cet honneur-là, de nous remettre ce prix-là, c'était un très grand honneur. Un très grand honneur et nous en sommes vraiment reconnaissants. Le deuxième prix de Evanoé était un prix qui a été décerné pour avoir mené à bon port un grand projet énergétique. Il faut savoir que quand on résout un problème comme celui-là, c'est tout le monde, non seulement les entreprises minières, mais aussi les communautés qui vivent ou qui environnent ces projets en profitent. Et vous êtes directeur technique de ces projets, Evanoé Mines, en ce qui concerne l'énergie. Quel sens vous accordez non seulement à ces prix, mais aussi c'est quoi exactement qui a été fait? Merci beaucoup pour la question. Et les projets énergétiques d'Evanoé Mines consistent en un partenariat public-privé avec la SNEL. Le projet a comme tâche la réhabilitation des 3 centrales hydroélectriques du Katanga. Il s'agit de Mwadingisha, Kony et Nzilo. Et par cet accord, nous finançons la réhabilitation de ces centrales et la SNEL nous garantit l'alimentation de la mine de Kamoa en énergie électrique. Et alors qu'il est donc tout est déjà opérationnel ou c'est encore en cours? Pas encore, le projet est encore au début et pour le moment nous sommes déjà en train de réaliser la réparation urgente du groupe 1 de Mwadingisha qui rentrera sur les réseaux au début du mois de juillet. Et si ce projet fonctionne comme il se doit, quels sont les impacts ou qu'est-ce que ça va donner comme résultat sur le terrain? Ok, vous savez comme moi que la SNEL a un grand déficit de production. Pour le moment, il y a plusieurs machines dans les centrales de la SNEL qui sont en panne. Et si nous réhabilitons ces 3 centrales, nous allons ajouter dans les parcs de production de la SNEL 200 MW. Vous savez, il y a les bois de chauffe qui sont la braise, tout ça, ça fait une menace sur l'environnement. Et quand il y a de l'énergie, encore des sources hydrauliques, c'est une solution. Oui, au moins amener 200 MW sur le réseau de la SNEL, ce n'est pas peu de choses. Vous comprenez, vous aussi, que ce n'est pas peu de choses, amener 200 MW pour permettre à ce que les choses tournent, c'est déjà un grand pas. Je crois qu'il faut toujours regarder la question dans la perspective de l'hydroélectricité, qui est une énergie verte, une énergie propre, renouvelable. Vous savez, nous vivons à l'heure du réchauffement climatique. Et tout ce qui est énergie renouvelable est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Dans un déficit comme celui que nous connaissons en RDC, qui rend les conditions d'exploitation minière difficiles. Vous savez, il n'y a pas que la RDC d'ailleurs, toute l'Afrique aujourd'hui trouve sa productivité réduite de plus de 30 à 40% uniquement à cause des problèmes d'infrastructure tels que l'énergie. Et c'est pour cela, je pense, que les organisateurs ont trouvé que voilà un projet porteur, un projet qui à terme peut ramener environ 200 MW dans le réseau. Cela serait une bonne chose. Et peu importe
parce que le réseau, nous avons la partie est et la partie ouest, comme vous le savez, du côté Inga, Zongo, et puis nous avons cette ligne en courant continu qui amène l'électricité chez nous. Et nous regardons à toutes les possibilités, là où la capacité dormante peut être réhabilitée pour que nous puissions ajouter un plus. Voilà les éléments qui ont milité à cela. Très bien, l'entreprise Ivanhoé est en train de prendre l'espace en RDC, on en parle, mais beaucoup de gens continuent à s'interroger, c'est quoi Ivanhoé Maïs? Et est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques lignes ce que c'est l'entreprise Ivanhoé Maïs? Merci Marcel. Ivanhoé, c'est un groupe de 5 compagnies ici en RDC. Oui. J'ai le privilège et l'honneur d'être responsable de ces 5 compagnies ici en RDC. Il y a le grand projet phare de Kamoa, qui à terme va nécessiter 6 milliards de dollars d'investissement. C'est un projet qui est en construction. Nous sommes en train de creuser les galeries souterraines cette année. Nous sommes en train de construire aussi en périphérie les infrastructures nécessaires pour une production qui est prévue à l'horizon fin 2018, début 2019. Mais nous avons aussi une deuxième société qui est à Kipushi. C'est un partenariat avec la GECAMINE sur la mine légendaire de Kipushi, où nous avons 68% de parts et la GECAMINE en a 32%. L'étude de faisabilité a été terminée. Elle est en train d'être revue par la GECAMINE, notre partenaire. Et nous sommes optimistes avec le programme de forage que nous avons fait en souterrain. Il fallait dénoyer cette mine d'abord, elle était noyée. Nous sommes aujourd'hui au niveau 1250 mètres, nous l'avons dénoyée. Nous sommes en train de refaire l'infrastructure en souterrain pour que cette mine puisse un jour revenir en production. Il y a une troisième société qui est la société d'énergie, celle dont le professeur Jean-Pierre est qui a directeur permis à ce qu'il ait technique. le prix. Exactement, qui font un excellent travail, je dois dire, une équipe très soudée, une équipe qui fait du bon travail sur le terrain. Il y a une quatrième société qui est la société d'exploration, parce que Ivanhoé a de nombreux permis d'exploration qui sont encore valides, et nous sommes en partenariat avec certaines sociétés d'exploration pour continuer l'exploration pendant que nous développons les gisements qui ont déjà été trouvés. Et enfin, nous avons une cinquième société qui est une société de services, parce qu'il faut la logistique, il faut les services, il faut soutenir un peu l'activité de toutes ces sociétés-là. C'est cela Ivanhoé en RDC. Voilà. Très bien, c'est bien compris, mais une question, c'est que on a entendu parler des Kamoa, 739 millions de tonnes de minerais de cuivre ont été découvertes. Et aujourd'hui, quel est l'état du lieu? Kamoa, où est-ce que vous en êtes? Kamoa est en construction, comme j'ai dit. Nous avons, depuis le 12 mai dernier, nous avons fait les premiers tirs à l'explosif pour commencer à creuser les galeries souterraines. Pour cette année, nous avons un programme d'aller jusqu'à 1,2 km de galeries souterraines. Pour cette partie du gisement de Kamoa, nous irons jusqu'à 32 km dans les galeries souterraines. Mais 32 km. Oui. Mais donc, ce qui est intéressant, 3200 mètres de profondeur. Oui, mais nous parlons en latéral, donc en incliné. En incliné, ok, en incliné. Mais il faut dire aussi que pendant qu'on testait l'extension de Kamoa, on a trouvé à peine à 10 km dans le même périmètre minier de Kamoa, à 10 km dans le sud-ouest, on a trouvé un gisement qui s'appelle Kakula, qui est tout aussi grand que Kamoa, si pas plus grand. Et je l'ai dit l'autre fois dans l'émission que même le nombre ou les chiffres exacts des millions de tonnes de votre découverte ne sont pas encore dévoilés parce que vous continuez encore la prospection. On continue. Nous sommes sur un programme de 25 000 mètres de forage carottant pour certifier certaines réserves du côté de Kakula. Donc quand vous dites plus grand que Kamoa, c'est que nous sommes au-delà d'1 million déjà de tonnes de réserves. Marcel, je crois que je vous l'ai dit une fois, cette mine sera encore en exploitation dans les 250 années à venir. Et si Jésus revient, pour nous qui sommes chrétiens, je crois qu'il nous trouvera en train de travailler là-bas. Il devra s'arrêter pour nous dire de sortir de là. Donc le Congo, c'est pas encore fini. C'est énorme. Donc c'est réellement un scandale géologique. C'est que l'on dit, ils l'ont dit avec raison. Et ça nous amène aussi à dire, à Kakula, à part la découverte, qu'est-ce qui est fait sur terrain, à part la découverte? Oui. Vous savez, il y a une composante forte qui sont les attentes des communautés. Rien ne sert de construire des grandes mines et de sortir des grands chiffres effarants qui finalement ne veulent rien signifier aux communautés. Il faut une répartition des richesses que nous voulons créer. Il faut le faire dès le départ
en commençant par un dialogue franc et en initiant certains projets communautaires. Et cela est en train d'être fait. Nous sommes en partenariat très proche avec les communautés, avec les chefs coutumiers, mais même avec la nouvelle administration provinciale qui est là sur place à Kolwezi, pour voir comment gérer les attentes. Nous avons pu développer près de 300 hectares de plantations de maïs, essentiellement avec les communautés locales que nous sommes en train d'organiser en coopérative. Il y a des écoles que nous sommes en train de construire, des centres de santé. Mais bien au-delà de ça, le challenge que nous nous sommes donné, c'est qu'il ne faut pas que ce que nous faisons avec les communautés reste des initiatives paternalistes, où le jour que la mine arrête de fonctionner, ces communautés ne savent plus vivre. Nous allons dans une dynamique où nous voulons que ces communautés deviennent réellement, se prennent en charge, de telle manière que nous pouvons couper le cordon ombilical. Voilà. Et ces mines peuvent continuer à vivre de manière tout à fait commerciale en faisant du business avec les communautés avoisinantes. Un vrai développement durable. On s'interroge, partout où vous passez, vous êtes passé à Kipushi, vous avez fait une découverte de zinc d'une teneur la plus importante au monde. Vous êtes allé à Kamoa, vous découvrez une mine dont le gisement est le plus important, avec plus de 739 000 tonnes de minerais de cuivre. Vous avancez à 10 km à Kakula, vous découvrez encore plus grand. Est-ce que vous avez un esprit peut-être du Canada pour découvrir toutes ces histoires ou c'est quoi? Nous étions une fois ici sur le plateau avec le directeur Ginzuru qui était à l'origine de la découverte de Kamoa. Et j'ai même fait une présentation une fois, je crois l'année dernière, pour expliquer une chose au public. On ne découvre pas les gisements par un jeu de hasard. Par hasard. Non, c'est pas par un jeu de hasard. Il y a une contribution de nombreux facteurs. Oui. C'est vrai, il y a la technologie qui a beaucoup évolué aujourd'hui, il y a des moyens techniques très évolués aujourd'hui pour détecter certaines minéralisations, mais il y a la qualité des équipes de recherche, de géologie, d'exploration. Il y a aussi des mesures d'accompagnement en termes de ressources qu'on met à leur disposition, en termes de vision, en termes d'organisation, de management. Il y a beaucoup d'ingrédients dans ce qu'on fait. Ce n'est pas un travail, comme vous le dites, ce n'est pas un hasard. Ça paraît, comment se fait-il qu'ils ne trouvent que des grands gisements? Il y a un travail de fond qui se fait. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, nous allons vous poser dans quelques secondes, messieurs, mesdames, des éléments sur la mine de Kamoa. Comment ça se présente? C'est parti avec les images. Belgian and British colonials began exploring the Central African copper belt in the late 18 and early 1900s. The area of the Kamoa deposit near Kolwezi, in the Democratic Republic of the Congo, was left virtually unexplored because there were no signs of a deposit. This is what things looked like before the discovery. This is the Kolwezi district, and Kamoa here, I mean, it hardly even makes it on the map. There was no relevance. Most of the copper deposits that were known, that were found and known because they come out of the ground. They're outcropping, and you can walk around and find oxide green copper basically sticking out of the ground, and it's ore grade. Initially, Ivanhoe brought in African mining consultants to help with the exploration. Essentially, nobody thought we could discover something where Kamoa was. It was only 10 kilometers west of one of the biggest mining districts in the DRC. But the geology wasn't right for hosting deposits in the DRC, or that's what people believed. And when we found it, people were incredulous. You know, like right next to Kolwezi, you found what? There was a lot of disbelief, actually, that such a thing could actually exist so close to really the heart of mining. So this is where we are today with the current drilling. And yeah, the existing resource is something like 23 kilometers through here by 10 kilometers. What Ivanhoe found is considered one of the world's largest undeveloped copper deposits, the first to be found in over 50 years. When you get a phone call to say you've got fabulous drill results, it electrifies the team, it electrifies the office, the shareholders are ecstatic. It's a wonderful thing to happen. It was company founders Robert Friedland and William Hayden who decided to stake licenses around the existing copper belt. They didn't want to be part of the existing mining infrastructure. They wanted to go and find something new, which of course is sort of the Ivanhoe persona.
So it was that decision to go and acquire land on the exterior of the copper belt and do grassroots exploration that eventually led to the discovery of Kamoa. Finding this kind of deposit involves a committed team of people, from the executives to the people on the ground. So this is not a one or a two man operation. It's a huge effort with a lot of people over a long time. And I think that's the nature of discovery. And I think the thing that is forgotten every once in a while is how the CEO of the company supports the explorationists. So Dave and his team are highly thought of by Lars-Erik Johansson, who's the CEO of the company and has been for almost the last 10 years. The project is now moving into its next phase. We passed the exploration stage on the main deposit. We're now in development and moving towards a production scenario. As they develop the mine and drill more, which I know they're doing, they're finding better grades and better intersections, so it's really quite exciting. Monsieur le DG, vous étiez au Canada, vous avez reçu aussi un grand prix, un prix prestigieux qui vous a été donné par des grands prospecteurs du monde, et c'est à Toronto, et vous rentrez à Kinshasa l'année suivante, vous avez encore un prix des Spelt Intelligence avec IPAD, la semaine minière du Katanga, et à l'université de Kinshasa, il y a déjà des chercheurs qui sont réunis dans le club Géosciences qui vous ont aussi déjà nominé. Il y a un prix important, c'est autant des prix. C'est pas, quel sentiment vous anime avec tout ça? Encore une fois, il y a d'abord un sentiment de gratitude, de reconnaissance, parce que lorsque on se fait décerner des prix comme ça, ce n'est pas le travail d'un individu ou d'une seule équipe en vase clos. Et ici, je tiens à remercier sincèrement d'abord nos autorités. Nous avons aujourd'hui un code minier. Quel que soit le débat autour de ce code minier-là, c'est ce code minier-là qui a cimenté une plateforme, qui a permis aux investisseurs de venir investir. Mais je remercie aussi les autorités parce que, après près de 15 années de stabilité politique dans ce pays, il y a une plateforme pour attirer des investissements en milliards qui s'est créée ici en RDC. Et la RDC est devenue en réalité un véritable chantier à tout point de vue. Des investissements dans l'infrastructure, dans les chemins de fer, dans les rails, dans les centrales hydroélectriques, dans la télécommunication, dans les mines, dans l'agro-industrie, on investit. Et donc il y a d'abord cet environnement-là qui a été créé par nos autorités, pour que les investisseurs viennent, se sentent en confiance, parce qu'il y a un code minier qui les protège. Ils peuvent mettre de l'argent en sachant que leur investissement est protégé. Mais il y a aussi les communautés qui nous ont accueillis, ces communautés locales qui nous ont accompagnés pendant ce chemin, pendant tout ce chemin-là, qui étaient avec nous de notre côté, collaborant avec nous, nous donnons toutes les facilités nécessaires pour aller dans toutes ces brousses-là, faire des fourrages, carotants et travailler dans des bonnes conditions. Et puis, bien sûr, il y a nos équipes. À tout seigneur, tout honneur, on a eu des équipes extraordinaires, Marcel. C'est des équipes d'exploration, de géologistes, avec qui je partage parfois des discussions. Ce sont des équipes très fortes. Voilà, c'est d'abord des sentiments de reconnaissance envers toutes ces parties prenantes-là. Voilà. Mais c'est également un sentiment d'interpellation, encore une fois. Vous savez, les richesses, si elles ne sont pas réparties de manière équitable, nous sommes tous assis sur une bombe à retardement, quelque part. Nous sommes assis sur une situation qui finira par une implosion sociale, parce que les communautés se diront, mais finalement, l'industrie minière reste extravertie. Elle laisse des grands trous béants, et les ressources s'en vont dans les pays d'où viennent les capitaux, et les communautés environnantes ne se retrouvent pas. Et donc c'est un challenge qui nous est présenté ici pour que nous puissions quand même corriger certaines choses. Très bien. Alors, Monsieur Jean-Pierre Zourou, avec 200 MHz, comment vous envisagez les partager avec la population et les autres, et aussi quel est le programme? C'est quand l'inauguration, et les gens peuvent commencer à en bénéficier quand, et quelles sont aussi les perspectives, parce qu'on n'allait pas rester là. Merci beaucoup pour la question. Et tout d'abord, j'aimerais préciser que la SNEL a un grand réseau interconnecté. Donc l'ensemble d'énergie qui viendra de la réhabilitation de ces centrales va aller directement dans le réseau de la SNEL et sera distribué dans la grande marmite. Mais ce que nous on veut que la SNEL elle l'a déjà fait, elle nous garantit
d'énergie pour la production de Kamoa. Ah, c'est ça. Et il est vrai que l'énergie qui proviendra de la réhabilitation de toutes ces centrales sera plus que l'énergie dont nous avons besoin pour nos opérations Il n'y minières. aura plus de problème de délestage. Les gens ne vont pas vivre avec de l'énergie comme à Kinshasa, où il y a beaucoup de poches d'obscurité par-ci par-là. Ça, je n'ose pas l'affirmer parce que vous savez très bien que le déficit de la SNEL est vraiment très grand. Et quant à ce qui me concerne, pour résorber ces déficits, il faut de nouvelles infrastructures. Monsieur le DG, vous avez entendu, vous avez suivi par de télévision périphérique et radio que votre entreprise, la filière qui est à Kipushi, Kiko, était en train de polluer la rivière Katapula. Où est-ce que vous en êtes avec ce dossier? Oui, encore une fois, comme vous l'avez dit, j'étais tout aussi surpris lorsque j'ai été abordé pour la première fois avec ce dossier de pollution, d'allégation de pollution. Je tiens à préciser d'abord une chose, il n'y a pas de rivière du nom de Katapula, c'est un drain. Et il n'y a pas de rivière à Katapula. Qu'à cela ne tienne, je crois que j'avais demandé aux médias, à la presse de manière tout à fait indépendante, d'aller se rendre compte de visu, de voir sur terrain qu'est-ce qui se passe, et de faire promener le micro-baladeur, parler aux communautés, pour comprendre ce qui se passe. Parce que, de notre point de vue, comme je l'ai dit plus tôt dans cette émission, nos activités essentielles dans la mine de Kipushi, c'est le dénoyage et la réhabilitation des infrastructures en souterrain. Nous avons fait un programme de forage clarotant l'année dernière, mais cette année, c'est essentiellement pomper les eaux en souterrain pour dénoyer la mine. Et ces eaux, c'est des eaux claires, c'est des eaux de bonne qualité qui sont pompées et dont les analyses sont faites régulièrement sur les échantillons au point de décharge dans le canal, dans le drain. Et donc, il est très difficile en fait d'accuser. Nous étions sur le terrain, nous-mêmes, nous avons vérifié, nous sommes allés, on a enquêté à notre manière. Tout ce que nous regrettons, c'est que ceux qui communiquent à des milliers de kilomètres sans avoir des éléments de terrain, parfois faussent beaucoup la réalité. Mais ce que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que après que vous avez fait tout votre travail, en tant que responsable, je suis encore redescendu sur le terrain, personnellement, avec nos équipes, avec nos partenaires de la GECAMINE. On a eu une séance de travail pour voir. Et ici, je dois saluer la perspicacité et le sens de collaboration constructif de son Excellence le ministre provincial de Mines et Environnement du Haut-Katanga. Il nous a appelés pour une séance de travail. Nous avons été impressionnés de savoir qu'il avait une connaissance technique très élevée de ce dossier-là. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, beaucoup de directives, non pas parce que nous sommes coupables de quoi que ce soit, mais toujours pour faire mieux. Voilà. Et sur base de ça, sur base de ces recommandations, nous sommes allés sur le terrain. Nous nous sommes promenés dans tous les drains qui passent dans les communautés et où les communautés se plaignent de ceci, cela, qui n'ont pas nécessairement quelque chose à voir avec nous. Et nous sommes en train de mettre un plan d'action pour tant soit peu aider les communautés aussi à avoir un environnement meilleur et plus sain. C'est aussi un des éléments qui nous amène à poser la question, autant de succès c'est bon, mais quelles sont vos difficultés? Parce que sur le terrain, il n'y a pas que le jour, il y a aussi la nuit. Oui, les difficultés sont nombreuses. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, je m'atterai à l'essentiel. Nous les miniers, nous déplorons toujours le côté manque d'infrastructures dans notre pays. Parce que cela augmente de 30 à 40% nos coûts opérationnels. Le manque de routes, le manque de chemin de fer, l'énergie hydroélectrique qui fait défaut. C'est vrai, nous prenons des mesures pour pallier à cela, mais énormément reste à faire. Et nous pensons que le gouvernement est sensible à notre situation et qu'un dialogue, un véritable dialogue peut aboutir à certaines actions pour que les infrastructures soient améliorées par un effort commun. Mais il y a aussi des challenges. Regardez, lorsque je roule entre Kolwezi et Kamoa, par exemple, notre site, vous regardez toute cette masse d'exploitants artisanaux. C'est en fait des désœuvrés, des gens qui n'ont pas de travail. J'ai reçu des statistiques de l'ordre de 50 à 70 000 artisanaux qui n'existent rien que dans la province du Lualaba. Cela est une bombe à retardement qui, si on y prend garde, va nous sauter à la figure, nous tous. Nous tous, c'est-à-dire l'État, nous les opérateurs et les communautés autour. Parce que quand ces communautés décideront d'envahir les concessions industrielles, il n'y a rien qui va les arrêter. Voilà. Ce sont des défis qui nous interpellent tous. Je ne crois pas que nous devons, nous, en tant qu'opérateurs miniers, croiser les bras.
attendre que l'État fasse tout. Je crois que c'est nous tous, c'est notre responsabilité à nous tous, à se mettre ensemble et à trouver des alternatives. Mais quelles alternatives? Parce que lorsque vous décidez de prendre un carré minier et le donner aux artisanaux en disant que vous donnez 500 cartes, par exemple, pour qu'ils viennent de manière contrôlée, eh ben c'est 5000 qui viennent. Ça fonctionne comme un aimant, chaque fois que vous... Et donc, c'est des problèmes très complexes qu'il faut essayer de résoudre. Et il faut qu'on y regarde. Voilà un peu le genre de défi que nous avons. Et ça, c'est pratiquement devant nos opérations. Voilà. Et donc, on ne peut pas tourner un regard ailleurs pour dire que ça ne nous regarde pas. Et enfin, bien sûr, ce n'est pas tellement des difficultés, mais c'est une période d'adaptation pour nous tous, avec le découpage des nouvelles provinces. Il y a certains chevauchements dans l'administration qui font qu'il faut qu'on clarifie les rôles, qu'on clarifie les compétences des différentes provinces, etc. Mais nous saluons ici l'esprit de dialogue des nouvelles administrations provinciales qui sont vraiment ouvertes au dialogue, et nous sommes en train de dialoguer pour voir comment asseoir des bonnes façons de travailler ensemble. Nous allons terminer l'émission. Ivanhoe Mines, une grande entreprise avec un groupe de 5 filiales. Vous êtes à la tête. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives à court terme, à moyen terme et aussi à long terme? Nous savons que vous nous avez déjà dit que même 250 ans, nous vous verrons en train de travailler. Oui, tout à fait. À court terme, comme je vous ai dit, nous sommes en train d'avancer avec le creusage des galeries souterraines. C'est un travail qui se fait avec une cadence bien donnée. Nous sommes en train de nous atteler à faire venir l'énergie, dont le professeur Jean-Pierre a parlé, l'énergie hydroélectrique sur notre site. Si vous venez visiter aujourd'hui les alentours de notre site, vous verrez que les pylônes sont déjà en train d'être placés pour pouvoir faire venir l'énergie qui sera produite à Mwadingusha déjà très bientôt. Voilà. Et puis il y a tout ce qui est en périphérie, c'est-à-dire le camp minier et toutes les infrastructures environnantes qui sont en train d'être exécutées pour le moment. À court terme aussi, du côté de Kipushi, c'est foncer dans la réhabilitation des infrastructures. Vous savez, une mine qui est restée noyée pendant longtemps, il y a beaucoup de boue, il y a beaucoup de rouille dans le fond de la mine qu'il faut remettre en état. Nous sommes en train de nous atteler à cela. En train de aussi faire un clin d'œil aux investisseurs, parce que nous avons une bonne idée des besoins en capitaux qu'il faut pour remettre cette mine en production. Et donc nous sommes en train de faire venir peut-être certains investisseurs qui, avec la GECAMINE et nous pouvons ensemble voir comment redémarrer cette mine-là. Voilà à court et moyen terme les perspectives. Et à côté de vous, vous avez le directeur technique d'Ivanhoe Énergie. Est-ce qu'il y a un petit message? Ok, d'abord j'ai fait une marche en arrière sur les petites difficultés que nous avons dans le projet. Et c'est le fait que vous savez que nous réhabilitons des centrales qui dans certaines parties sont en fonctionnement. Et vu les déficits de production à la SNEL, nous avons quand même un petit problème pour pouvoir arrêter le groupe qui tourne. C'est comme ça que dans cette première phase, nous commencerons par réhabiliter 4 groupes de Mwadingusha qui sont à l'arrêt. Ça sera de la nouvelle puissance que nous allons injecter sur les réseaux de la SNEL. Et comme le DG l'a dit tantôt, et à ce mois de juillet, le groupe 1 de Mwadingusha que nous avons financé en réparation rapide va rentrer sur les réseaux pour nous permettre d'avoir 10 MW afin d'amorcer la phase de construction de la mine. Je crois qu'en tant que fils et filles de ce pays, nous avons tous le devoir sacré de bâtir un pays plus beau qu'avant et léguer ce pays comme héritage aux générations à venir. C'est un devoir sacré pour nous tous. Alors, mon message à tous mes compatriotes, à mes frères, à mes sœurs qui nous suivent ici, c'est que, comme je le dis plus tôt pendant l'émission, la RDC est un grand chantier aujourd'hui. Nous devons nous tenir la main. Ce n'est pas Louis Watoum qui est le meilleur minier. Ce n'est pas ça qui compte. Pas du tout, non. Ce qui compte, c'est que nous puissions nous tenir la main et que chacun puisse jouer sa partition dans ce grand chantier-là pour que réellement cette indépendance économique devienne une réalité et qu'on bâtisse un pays plus beau qu'avant. Voilà. Louis Watoum, directeur général d'Ivanhoe Mines à la RDC, merci. Merci Marcel. Monsieur Jean-Pierre, merci. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette émission et nous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles très prochainement. Bonsoir.